Le 15 août dernier, la Terre entière a découvert les images des talibans qui entraient triomphalement dans Kaboul et qui s'installaient dans le bureau présidentiel. Par la suite, des vidéos de milliers d'Afghans tentant par tous les moyens de monter dans des avions pour fuir le pays ont également beaucoup fait réagir à travers le monde. À la suite de ça, de nombreux articles, des reportages, des interviews, plein de choses sont sorties pour tenter de faire comprendre la complexité de la situation afghane au grand public. Et parmi les questions qu'on a beaucoup vues circuler dans les médias, il y a celle-ci. Quel sera tout d'abord l'impact pour Al-Qaïda, le groupe terroriste qui a, on le rappelle, de très bonnes relations avec les talibans et qui a même participé à cette offensive éclair. Al-Qaïda qui espère désormais en récolter les fruits, Wassim? Cette question, moi, elle m'intéresse parce que quand en 2001, le président des États-Unis, George W. Bush, a ordonné l'invasion de l'Afghanistan, l'objectif premier, c'était pas d'améliorer les droits des femmes et des enfants. C'était pas de défendre les minorités ethniques. C'était pas non plus d'instaurer la démocratie. Non. L'objectif premier, il était simple, débusquer Oussama Ben Laden et détruire Al-Qaïda. Parce que tout simplement, cette invasion, c'était une représaille suite aux attentats du 11 septembre 2001. Le truc, c'est que moi, les talibans, je connais un peu leurs pensées, leur histoire, etc. Mais c'est pas un sujet que je maîtrise plus que ça. Par contre, Al-Qaïda, pour le coup, je maîtrise un petit peu mieux et je pense pouvoir vous apporter des éléments intéressants sur cette question. Aussi, aujourd'hui, on va tenter ensemble de répondre à cette question, justement, de ce que signifie la victoire des talibans pour Al-Qaïda, et puis dans une moindre mesure, qu'est-ce qu'elle signifie aussi pour l'État islamique. Je suis Trent Denier pour Religaré, et aujourd'hui, on va parler de terrorisme. Je sais pas si vous vous rappelez, mais la toute première vidéo que j'avais sortie sur Religaré, elle était un peu nulle. En termes d'image, de son, d'animation. On va éviter de se le rappeler, hein. C'est assez douloureux comme ça. Mais en tout cas, sur le fond, je disais, j'espère des trucs un petit peu intéressants, puisque je m'étais penché sur la stratégie des groupes terroristes en allant voir directement leurs écrits. Je m'étais demandé en fait quel était leur objectif en frappant par exemple la France ou les États-Unis sur leur sol. Et bien on va faire pareil aujourd'hui. Puisque, à nouveau, je me suis penché sur le texte de Gestion de la barbarie de Abou Bakr Naji. C'est ce texte qui va être ma source principale aujourd'hui. Ce livre donc, il a été écrit en 2004 et il fait office de véritable manuel de stratégie pour Al-Qaïda et pour plein d'autres groupes terroristes dans le monde, comme l'État islamique ou encore comme Boko Haram. Pour faire simple, dans ce livre, l'auteur livre les différentes étapes qu'une organisation terroriste djihadiste doit suivre, selon lui, pour parvenir à restaurer un immense califat sur une très vaste zone territoriale par-delà les frontières des États arabes actuels. Un califat, je le rappelle, c'est un vaste ensemble territorial et religieux, un empire, on pourrait dire, dirigé par une seule personne, un calife qui a prétention à être commandeur des croyants et successeur du prophète Muhammad. Et c'est également cette même idée de restauration califale qui est l'objectif à la base d'Al-Qaïda. Et c'est drôle parce que Al-Qaïda, ça veut dire la base en arabe. Donc la base d'Al-Qaïda, c'est la base de la base. Enfin bref. Bon. Concernant les étapes à suivre, je vais pas les détailler, mais en gros, le livre explique comment créer le chaos dans une région choisie pour ensuite tirer profit de ce chaos jusqu'à prendre le pouvoir. C'est ça le concept qui porte le nom de gestion de la barbarie. On le traduit aussi parfois par management de la terreur. Bon, gestion de la barbarie ou management de la terreur, on est sur des nuances de noms bien flippants globalement. Pour en venir maintenant à ce qui nous concerne directement dans l'actualité, la victoire des talibans contre la coalition menée par les USA dans la guerre en Afghanistan, eh bien je voudrais vous lire un extrait de Gestion de la barbarie. Voici ce que Abou Bakr Naji disait en 2004 au sujet de la guerre en Afghanistan. Le premier piège dans lequel l'Amérique est tombée, c'est l'invasion de l'Afghanistan. L'incapacité de l'Amérique à parachever ses buts militaires dans ce pays et la continuelle résistance qui lui est opposée convaincront les masses et les bonnes personnes au sein des armées apostates qu'on peut faire échec à cette superpuissance. Et cela sera évident d'ici 1 ou 2 ans, peut-être plus. Alors la petite pause dans la citation pour vous expliquer de quoi il est question quand Abou Bakr Naji parle d'armées apostates. En fait, il parle des armées des États arabes qui leur sont opposés, en gros. Mais on pourrait plus généralement dire les États apostats, c'est tous les États
des pays à majorité sunnite dans laquelle la charia n'est pas la base du droit. L'armée afghane qui a fui face aux talibans était une armée apostate selon Al-Qaïda, c'est-à-dire une armée qui aurait renié l'islam. Selon Al-Qaïda toujours, les États apostats sont des obstacles à la réalisation de leur grand rêve califal et doivent donc être vaincus. Mais revenons à notre lecture de gestion de la barbarie, je reprends la citation. Le second piège consiste à mener les forces américaines qui occupent la région et y établissent des bases militaires sans rencontrer de résistance, dans une sorte d'état de guerre avec les masses populaires. À partir de là, il est évident que nos mouvements amplifient l'expansion djihadiste, qu'ils lèveront des légions dans la jeunesse, qui a soif de résistance. Il commence à devenir clair à l'Amérique que son administration s'assèche, que le projet de mener plus d'une guerre à la fois relève de la spéculation verbale à seul usage des médias, et que l'éloignement des champs de bataille par rapport au centre décisionnel américain empêche les Américains de pouvoir terminer une guerre. Et tout cela gagne en puissance, jour après jour. Fin de citation. On voit donc là que dès 2004, Abu Bakr Naji se félicitait de l'intervention américaine en Afghanistan et considérait déjà que la défaite des armées US était inéluctable du fait de la guerre asymétrique qui y était menée. Une guerre asymétrique, c'est un conflit qui oppose des combattants dont les forces sont totalement incomparables. Alors généralement, c'est le cas avec une armée régulière d'un côté, contre un mouvement de guérilla ou contre un mouvement terroriste de l'autre. Bon, non seulement l'auteur se félicite de l'invasion de l'Afghanistan, mais il va plus loin en fait. Il va même jusqu'à dire que l'invasion de l'Afghanistan était quelque chose de souhaité et de voulu par Al-Qaïda et que c'était là l'objectif des attentats du 11 septembre 2001. Je cite encore l'auteur. « Les frappes répétées contre l'Amérique avec les opérations du 11 septembre mèneront à la victoire comme il est écrit si elles sont conduites par la foi. Le résultat inévitable de cette escalade sera la perte de prestige de l'Amérique auprès des masses et des élites de l'armée de l'apostasie. Pour répondre à cette propagation du djihad, soit l'Amérique cherchera à se venger et le conflit s'intensifiera, soit elle lancera une guerre limitée. Si elle choisit de lancer une guerre limitée, sa rancune ne sera pas satisfaite et elle ne pourra pas empêcher l'expansion djihadiste. » Fin de cette nouvelle citation. Chercher à se venger, c'est exactement ce qu'a fait l'Amérique en Afghanistan après le 11 septembre. On voit bien que pour Abu Bakr Naji, les USA sont tombés dans un piège tendu par Al-Qaïda. Alors faut relativiser un petit peu quand même, hein. Ce texte il a été écrit après le début de la guerre en Afghanistan, et peut-être qu'Abu Bakr Naji se vante a posteriori de quelque chose qu'il n'avait pas forcément prévu a priori. Mais il n'en reste pas moins qu'en 2021, avec ce retrait américain, on a quand même l'impression que l'histoire lui a donné raison. Est-ce que pour autant on peut parler de victoire d'Al-Qaïda par procuration avec cette victoire des talibans ? Eh bien on va voir que oui, mais qu'en fait c'est plus compliqué que ça. Alors oui, parce qu'on l'a vu, Al-Qaïda dès 2004 prophétisait la défaite à venir des USA en Afghanistan et faisait de cette défaite un élément important de sa communication. On vient de le voir, du point de vue d'Al-Qaïda, les États-Unis sont tombés dans un piège qui leur était tendu et tout s'est déroulé exactement comme prévu. Assurément, cette victoire des talibans et cette défaite symbolique des USA, ça va donner un certain élan, un certain souffle au djihadisme international. D'ailleurs, les réactions au sein d'Al-Qaïda n'ont pas tardé à tomber sous la forme de félicitations. Ainsi, dans un communiqué, la très puissante AQPA, l'acronyme d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, qui est très active au Yémen, eh bien cette AQPA, elle a déclaré le 16 août dernier, je cite, « Cette victoire et cette prise de pouvoir révèlent que le djihad et le combat représentent le moyen légal et réaliste, sur la base de la charia, de rétablir les droits et d'expulser les envahisseurs et les occupants. » L'émir d'Aqmi, quant à lui, Al-Qaïda donc au Maghreb islamique qui se bat actuellement dans le Sahel, cet émir il a pris personnellement la plume pour rédiger un communiqué se félicitant de la victoire des talibans. Il a parlé d'ailleurs dans ce communiqué de notre victoire, et ce notre, ce nous possessif est tout à fait révélateur. Pour Al-Qaïda, la victoire des talibans, c'est la leur. Et c'est vrai qu'idéologiquement, ils sont très proches et que les liens n'ont jamais été totalement coupés entre les deux organisations. Ainsi, un rapport du Trésor américain de janvier dernier pointait du doigt une installation de plus en plus forte d'Al-Qaïda en Afghanistan, avec la complicité des talibans, et allant parfois jusqu'à se battre à leur côté contre les Américains. Je rappelle que cette proximité, elle est interdite par l'accord que les talibans eux-mêmes ont signé l'année dernière avec l'administration Trump. Ils se sont engagés à couper leurs liens avec Al-Qaïda et à empêcher l'installation d'organisations terroristes sur leur sol. Engagement qui semble donc pour le moment assez peu tenu. Un autre signe de cette proximité, c'est la prise de la prison de Bagram par les talibans.
Ils ont à cette occasion transféré et probablement exécuté des prisonniers issus des rangs de l'État islamique. Mais ils ont libéré d'autres prisonniers, des djihadistes, dont ceux d'Al-Qaïda. Et c'est là que je me rends compte que je suis obligé de faire ce petit insert tout moche avec mon téléphone portable, parce que alors que je suis en train de faire le montage de la vidéo, je me rends compte que j'ai oublié la principale information, le principal signe de proximité entre Al-Qaïda et les talibans. Je l'avais marqué dans mon script et je ne sais pas pourquoi, j'ai oublié de le dire le moment venu. Ce signe-là, c'est que Al-Qaïda, traditionnellement, jure allégeance aux talibans. En fait, les chefs d'Al-Qaïda jurent allégeance au chef des talibans. C'est ce qu'a fait le chef actuel d'Al-Qaïda, l'émir Ayman al-Zawahiri, qui a juré allégeance au mollah des talibans. Donc on a Al-Qaïda qui apparaît comme étant une organisation vassale des talibans, même si en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça. On va le voir juste après. Et pour ça, je vous laisse avec mon moi du passé. Si on élargit un petit peu la focale, du point de vue d'Al-Qaïda, 20 ans après les attaques du World Trade Center, les objectifs ont été atteints et l'organisation est en train de gagner. En effet, l'Afghanistan a été repris. Le régime considéré comme apostate de Saddam Hussein est tombé et il a été remplacé par un autre régime apostat lui aussi mais plus faible. Celui de Bachar al-Assad est affaibli également. Le chaos règne sur une partie de la Syrie et de l'Irak, ouvrant des possibilités de tirer parti de ce chaos pour l'organisation terroriste via la fameuse gestion de la barbarie dont je vous parlais tout à l'heure. Le Sahel et le Yémen, enfin, sont des théâtres de guerre ouvertes. Bref, du point de vue d'Al-Qaïda, le djihad progresse. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça quand même. C'est plus compliqué que ça pour plusieurs raisons. D'abord, en ce qui concerne spécifiquement l'Afghanistan, parce que même si, on vient de le voir, les talibans n'ont jamais coupé les liens totalement avec Al-Qaïda, eh bien, ces liens ils ne sont quand même pas aussi forts qu'avant. Il faut dire que les attentats du 11 septembre 2001 avaient été montés par Al-Qaïda sans en référer aux talibans, et que ceux-ci avaient été pris de court. À cause de ces attentats, ils ont perdu leur pays et ont mis 20 ans à le reconquérir. Si on peut très clairement douter des promesses de respectabilité que font les talibans aujourd'hui sur le mode « on a changé, promis, maintenant on est gentil », il y a une chose qui est certaine en tout cas, c'est qu'ils n'ont pas envie de se reprendre une invasion étrangère dans la figure alors qu'ils viennent de reprendre à peine le pouvoir. Aussi, même si les liens avec Al-Qaïda existent encore, il y a fort à parier que les talibans joueront un minimum le jeu en empêchant que leur pays serve de base arrière à des préparations d'attentats contre les intérêts américains ou européens. Donc même si Al-Qaïda fanfaronne en ce moment en déclarant partout que la victoire des talibans c'est aussi sa victoire, dans les faits, les deux organisations ne sont plus aussi proches qu'avant et Al-Qaïda ne retrouvera vraisemblablement pas la même assise dans le pays qu'elle avait à l'origine. Le résultat de ça, c'est qu'aujourd'hui Al-Qaïda n'est plus la même qu'il y a 20 ans et l'Afghanistan ne joue plus un rôle central dans cette organisation terroriste. Aujourd'hui, les deux jambes d'Al-Qaïda sont le Sahel et le Yémen, avec dans ces deux cas-là, à chaque fois des contextes ultra régionalisés, contrairement à l'idéal premier de djihad international promu par l'organisation. Autre raison qui contribue à mitiger le succès d'Al-Qaïda, eh bien c'est l'apparition d'un nouvel acteur dans la dernière décennie qui a largement brouillé les cartes, c'est l'État islamique. L'État islamique issu d'une scission d'Al-Qaïda et avec ses propres prétentions califales qui est en guerre contre Al-Qaïda et contre les talibans. L'État islamique qui est présent dans l'est de l'Afghanistan et qui risque de mener un combat à mort contre le nouveau pouvoir. Il faut savoir que parmi les conditions qui ont été négociées entre les talibans et les USA pour accompagner le retrait de l'armée américaine, eh bien il y avait dans la balance le fait que les talibans devraient combattre l'État islamique. Et ça, pour le coup, c'est une promesse qu'ils n'ont pas de mal du tout à tenir, vu que ils étaient déjà en guerre à la base contre l'État islamique en fait. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'Al-Qaïda s'est fait déborder par un nouvel acteur encore plus violent et radical qu'elle, l'État islamique. Un nouvel acteur qui lui dispute la légitimité sur le djihad mondial et qui contribue donc à l'affaiblir. Dernière raison pour nuancer la position de force d'Al-Qaïda, eh bien mine de rien, la vengeance des États-Unis, ça lui aura fait perdre beaucoup d'hommes et d'argent. Notamment, l'organisation a perdu vraiment énormément de cadres dans les tracks sans merci
que lui ont mené les États-Unis. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur Al-Qaïda et la victoire des talibans en Afghanistan. J'ai essayé de vous apporter les connaissances que j'avais sur un angle très précis de ce sujet, mais si vous souhaitez approfondir en vous penchant vraiment sur la question de l'Afghanistan en règle générale et remonter aux sources du conflit actuel, je peux vous conseiller 2 vidéos. La première, c'est la vidéo de l'excellente chaîne YouTube Le Monde des Cartes, et la seconde, c'est l'épisode du Dessous des cartes d'Arte consacré à l'Afghanistan. Vous trouverez les 2 liens en description de cette vidéo. En tout cas, c'est des sujets vraiment très complexes, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ou à me donner des éléments que j'aurais oubliés ou sur lesquels j'aurais pu me tromper. Je serais vraiment ravi d'en débattre avec vous en commentaire pour qu'on puisse ensemble affiner l'analyse de la situation. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, un like ça mange pas de pain, un abonnement c'est méga chouette, et puis surtout n'hésitez pas à partager la vidéo, ça aide vraiment beaucoup au développement de la communauté. D'ailleurs, la communauté, puisqu'on en parle, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce que je fais et ça me touche vraiment beaucoup. J'ai plein de projets en tête pour la suite, j'espère que ça vous plaira et que vous allez continuer d'être au rendez-vous. N'hésitez pas à vous inscrire sur notre page Facebook, c'est là que je vous tiens informé de l'actualité de la chaîne, notamment des interviews Twitch à venir. Voilà, c'était 30 deniers pour Réli Garé et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.